Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez, selon votre position sur la planète. Voilà, je sais que vous nous suivez de partout dans le monde, du Canada, des États-Unis, du Sénégal, du Burkina Faso, du Togo. Quand je dis partout, c'est réellement partout. De la France également. Merci à vous d'avoir pris le rendez-vous de cette émission, l'émission. C'est bien le forum des rédactions, c'est le creuset des analystes politiques. Et ici, nous allons parler politique également. Ce soir, on va donc s'interroger, puisque lentement mais sûrement, nous tendons vers 2026, où nous parlerons des joutes électorales. À un an de ces joutes de 2026, électorales de 2026, peut-on dire ou peut-on affirmer que l'opposition béninoise est prête? C'est une interrogation qui va amener mes débatteurs à croiser verbes et arguments afin de nous faire voir si vraiment l'opposition prend à cœur les enjeux électoraux de 2026. Du côté de la Sénat, tout est en marche pour que le moteur soit bien huilé, puisque au cours de cette semaine d'ailleurs, l'on nous a présenté le chronogramme. C'est aussi ça. On peut dire que la Sénat, elle, est en train d'affûter ses armes, de s'apprêter pour que tout marche bien. Et d'ailleurs, cette semaine également, on nous a parler des données électorales, d'une audience et tout ça. Nous allons suivre cet élément en ce qui concerne le chronogramme des élections que la Sénat a présenté aux partis politiques. Et on va revenir maintenant avant de parler de l'opposition. Est-ce qu'elle affûte vraiment ses armes? L'article 19-7 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, tel que modifié notamment par la loi numéro 2024-13 du 13 mars 2024, charge le Conseil électoral d'informer l'opinion du chronogramme de chaque élection. C'est donc pour satisfaire à cette exigence légale que la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce mardi à la remise officielle des chronogrammes des élections de 2026 aux différentes parties prenantes de ces élections. Il s'agit des partis politiques, institutions et ministères de la République, organisations de la société civile impliquées dans cette organisation. Il leur a été remis deux chronogrammes, celui du scrutin couplé des législatives et municipales de janvier 2026 et de la présidentielle d'avril et mai 2026. Le chronogramme des élections couplées législatives et communales compte 53 activités, tandis que celui de l'élection présidentielle en compte 38. Ces activités, complémentaires par nature, sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Les deux documents qui vous sont soumis sont synthétiques et centrés sur les dates clés, prenant en compte le début et la fin de chaque activité. Le directeur du matériel et des opérations de la Sénat, Rufin Domingo, lève un coin de voile sur le contenu des chronogrammes. Ils récapitulent en leur sein les grandes activités liées à la conduite du processus électoral, démarrant donc par l'inventaire du matériel électoral, en passant par la publication des pièces à fournir pour les déclarations de candidature, les modalités pour les déclarations de candidature, les modalités pour le parrainage, et puis des dates clés que nous ne devons pas oublier. Le 11 janvier pour le déroulement du scrutin couplé, législative communale, et puis le 12 avril pour l'élection présidentielle. En cas de deuxième tour, le document précise, en suivant les dispositions du code électoral, que le deuxième tour aura lieu le deuxième dimanche du mois de mai, donc le 10 mai. Au dire du directeur du matériel, il n'est pas prévu que les parties prenantes aux élections fassent des amendements aux documents.
Cependant, il est prévu des rencontres périodiques avec chacune de ces parties pour des points d'étape. Sur ce plateau, mes débatteurs, mes analystes politiques, à ma droite, Stéphane Ahinkhossou, bonsoir. Bonsoir Mauril, bonsoir Oumar, bonsoir aux téléspectateurs. À ma gauche, Oumar Riandou, bonsoir Oumar. Bonsoir Mauril, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Sans transition, vous avez suivi le chronogramme présenté par la Sénat, les activités qui se déroulent de l'autre côté, la Sénat qui s'apprête. Est-ce qu'à un an des joutes électorales de 2026, peut-on dire que l'opposition béninoise est prête? Quels sont les indices qui montrent que l'opposition est prête? Avant de répondre à cette question-là, allons à la Sénat où l'on retient que le 11 janvier va se dérouler donc les élections législatives et autres, et que le 12, ce sera l'élection présidentielle. Le 11 janvier, est-ce que le Bénin ne sera-t-elle pas en fait avec les Vodundés? Comment peut-on organiser les élections au cœur des Vodundés? Stéphane Ahinkhossou. Oui, je pense que le vaudundéisme ne devrait pas être un obstacle ou un frein au déroulement du processus électoral, parce que l'organisation du vaudundéisme, en tout cas, c'est un planning à charge qui est à la charge d'une structure, n'est-ce pas donc? Et les élections, c'est la Sénat qui organise les élections. C'est la Sénat qui organise les élections. Et les deux événements ne peuvent pas... En fait, un événement ne peut pas être suspensif de l'autre. Et on trouvera forcément le mécanisme nécessaire pour que cela se fasse dans les bonnes conditions. Les élections se sont toujours déroulées et cumulativement à ça, on a toujours eu d'autres activités, même si cette fois-ci, c'est quand même une activité qui retient l'attention nationale. On trouvera quand même le mécanisme pour que ça se passe. Maintenant, si, je veux dire, s'il y a un élément clé, le gouvernement décidera de ce qui sera fait. Est-ce qu'on peut donc apprécier que c'est parce que le 11, pratiquement, on serait en train de finir les Vodundés qu'on ose y placer les élections, puisque c'est 3 jours les Vodundés, 9, 10, 11. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est 9, 10, 11? Parce qu'il y a entre-temps, il y a quoi? Il y a un décret ou 10 janvier. Est-ce que ça a changé? Oui, ça a changé. Ce n'est plus exactement 10 janvier, mais c'est de la période, je crois, de 10 janvier. C'est le dernier vendredi, voilà, quelque chose comme ça, au premier vendredi. Il faut qu'on vérifie déjà. D'accord. Et moi, je pense que face à une élection, comment on appelle, le dit, enfin, la fête, les Vodundés sont un élément, on va dire, une manifestation encore moindre par rapport à une élection. C'est-à-dire que si on compare les deux, il y a un qui est forcément supérieur à l'autre. Il y a un dont dépend la destinée du pays, c'est l'élection. Et l'autre, c'est une manifestation qu'on peut rejeter peut-être à une journée, 2 jours après. Moi, je ne vois pas le problème. Et puis, au Bénin, on a l'habitude de faire des élections, des fêtes aussi. Donc, 2 fêtes ensemble, je pense que c'est, enfin, comme dirait l'autre, l'excès de viande dans la sauce ne nuit à personne. Donc, les bonnes choses ensemble, moi, je ne vois pas ce qui peut poser de problème. Mais je pense que nos autorités sont suffisamment, comment on appelle, aguerries, sont suffisamment prévenues par rapport à ça. Et ça, ils sont en train de certainement mettre des stratégies en place pour ne pas que ce chevauchement-là soit un problème. Je ne pense pas. Et puis, l'autre... La date de l'autre est constitutionnelle. Vous êtes d'accord avec moi? La date de l'élection, c'est dans la loi fondamentale. C'est ce qui sous-tend même notre République. Et ça, c'est obligatoire. Donc, s'il y a un qui doit être suspensif de l'autre, je pense que c'est l'élection qui sera suspensive de peut-être du 10 janvier et le remettre un peu plus tard ou bien l'avancer, le remettre un peu plus tôt. Ça, je pense que c'est un autre débat. Ils vont se pencher dessus et voir quelle solution trouver. Mais si on pense qu'on peut faire les deux en même temps aussi, c'est faisable. Moi, je ne vois aucun problème à ce niveau. Revenons donc maintenant à la question qui concerne l'opposition.
Stéphane Ahinou-Hossou, oui, beaucoup de choses se disent dans le pays. On a entendu d'ailleurs M. Domingo parler donc des étapes à franchir, les préparatifs concernant le matériel, les pièces à fournir par les candidats, modalités, le parrainage, tout ça. Est-ce que tout cela mis l'un dans l'autre peut nous permettre de dire que l'opposition aussi affiche ses armes? Est-ce que vous avez des indices qui vous rassurent? Oui, je ne sais pas si mes indices en fait, reflètent ce que cela doit être, mais on peut déjà dire que si l'opposition béninoise s'est battue jusque-là, je pense qu'elle doit pouvoir affûter ses armes pour être vraiment prête pour ces joutes électorales-là. Est-ce que vous pouvez me permettre de vous demander de faire une petite clarification? Oui. Quand vous parlez d'opposition, oui. Où est-ce que notre regard doit aller? L'opposition aujourd'hui, le chef de file, celui qui tient le lead de l'opposition aujourd'hui, c'est le parti Les Démocrates. C'est le parti Les Démocrates. Maintenant, il y a les autres partis. Pardon. Il y a les autres partis satellites. Il y a FCBE, il y a MPL, je crois. Et voilà, donc je pense que c'est ça aujourd'hui l'opposition. Il y a Avoyon, le parti de Avoyon. Oui, NFN, un truc, quelque chose comme ça. Donc voilà les partis aujourd'hui qui forment l'opposition béninoise. Maintenant, est-ce que ces partis-là sont prêts pour les élections? Il y a même un cas de concertation de l'opposition. Est-ce que ces partis-là sont prêts aujourd'hui? La première question qu'on devrait se poser avant de répondre à cette question, à mon avis, c'est est-ce que ces partis-là veulent? Est-ce que ces partis-là veulent conquérir le pouvoir? C'est d'abord ça. Et par rapport à ça, vous savez qu'il y a un débat qui est encore en suspens, même si le chef de l'État a donné clairement son avis par rapport au code électoral. Les partis de l'opposition pensent qu'avant d'aller aux élections, il faut pouvoir revoir le code électoral. Le chef de l'État dit... Donc, ils attendent. Ils attendent. Est-ce que... La relecture du code électoral. Voilà. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une... Je ne sais pas, le mot m'échappe. Piège? Non, c'est une question préjudicielle, on dit non. Oui, préjudiciable. Voilà, donc c'est pour les partis de l'opposition. Eux, sans ça, on ne peut pas avancer. Voilà, ça, il faut pouvoir discuter de ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont accepter, même si le chef de l'État dit, bon, ok, Niet, il mettait sa position, est-ce qu'ils vont faire fi de ça? Si le chef de l'État dit statu quo, est-ce qu'ils vont y aller? Je pense qu'ils ont tout intérêt à y aller, à se conformer à ça. Donc ça, c'est déjà le premier élément. Est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent? Et par rapport à ça, on doit être clair et savoir si le débat sur le code électoral est définitivement clos et on est maintenant résolument tourné vers l'avenir. Ensuite, est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent? C'est trois aspects selon moi. Le premier aspect, c'est par rapport, n'est-ce pas, donc, au dispositif légal, oui. Par rapport à la loi. Aujourd'hui, les partis... Dispositifs légaux. Oui, par rapport... Bon, je parlais du dispositif légal. Le dispositif. Le dispositif, d'accord. Voilà. OK. Donc, il y a la loi. Il y a la loi, ce que la loi dit. Aujourd'hui, les partis politiques, au niveau des élections communales, il faut pouvoir avoir 20% au niveau de chaque circonscription électorale, au niveau de la présidentielle. Il faut avoir, je ne sais pas, 28 élus. Bon, 15% du parrainage. Est-ce que les députés, est-ce que le parti Les Démocrates aujourd'hui est en mesure d'avoir ces 28-là? Je pense que oui. Au niveau des FCBE, pas encore. Au niveau des autres partis également, je ne crois pas encore. Donc, tout ça là, il faut pouvoir savoir si tous les partis, n'est-ce pas, donc de l'opposition, répondent à ce critère. Et actuellement, c'est seulement le parti Les Démocrates qui, en fonction du nombre de députés qu'il a à l'Assemblée, peut. Les autres, pas encore, il peut négocier Il y a un parti qui a dit qu'il peut même aller chercher, en tant que parti d'opposition, les parrainages
à la mouvance. Oui, 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 on a vu le secrétaire exécutif de FCBE qui l'a dit, M. Paul Rompet. Bon, donc c'est souverainement que le parti a décidé qu'ils vont négocier. Maintenant, s'ils vont négocier le parrainage au niveau de la mouvance, est-ce qu'ils sont de l'opposition? Est-ce qu'ils ne seront pas redevables à la mouvance alors? Bon, donc ils seront toujours... C'est la vraie question qu'ils posent maintenant. Est-ce qu'ils seront toujours de l'opposition ou de la mouvance, ou ils seront d'une opposition centriste, mitigée, etc. On verra bien. On verra bien. Donc, par rapport à la couverture, aujourd'hui, est-ce que les partis de l'opposition peuvent avoir 20% dans chaque circonscription électorale s'ils ne fédèrent pas aujourd'hui leurs énergies? Avant de répondre à cette question, permettez-moi, je vais revenir pour vous poser cette question. Permettez-moi de vous en arrêter là d'abord. Il reste un élément que je voudrais ajouter. Pour savoir également si les partis de l'opposition sont prêts du moins, est-ce que au niveau de la désignation, n'est-ce pas, donc, du duo candidat, est-ce qu'il y a déjà consensus, n'est-ce pas, donc, au niveau de ces formations? Parce que jusque-là, c'est le mutisme total. Qui sera le duo candidat? Qui sont ceux qui constituent le duo candidat au niveau du parti LD, au niveau des autres? Si ils ne fédèrent pas leur énergie, s'ils ne s'entendent pas, comment ça va se passer? On ne le sait pas encore. Donc, pour moi, ces partis-là devraient être prêts. Mais est-ce qu'ils sont réellement prêts? Voilà les éléments. On regarde des éléments réunis. On regarde des éléments réunis. Si vous répondez... je pense que le seul parti... Si vous répondez maintenant, on peut clôturer l'émission. Je pense que le seul parti qu'on peut soupçonner d'être prêt, c'est le parti Les Démocrates. On va voir si réellement Oumar est de cet avis. Oumar, allez un jour, vous avez suivi le développement fait par Stéphane Arinrossou. Est-ce que vous êtes de son avis? Oui, je partage une part de son raisonnement, mais pas tout. Notamment quand il dit, lui pense réellement que ce sont les démocrates qui sont prêts. Moi, je dis, je ne pense pas que les démocrates soient prêts, mais je pense plutôt que quand on regarde le dispositif légal qui existe, les démocrates peuvent aller aux élections sans souci. Quand on tient compte du nombre de parrainages, ils peuvent aller aux élections. C'est-à-dire le dispositif leur permet d'aller à l'étape actuelle, c'est les démocrates seuls qui peuvent. Parce que quand on prend la FCBE, je crois qu'il doit y avoir une dizaine de maires au plus. Ou bien 7 ou 8, comme ça. Ils ont une dizaine de maires au plus. Donc eux, à leur niveau, s'ils veulent aller aux élections, ils sont obligés de faire des alliances. Soit avec les démocrates, soit avec la mouvance, parce que c'est les deux autres qui ont des parrains à leur proposer. Est-ce qu'un seul parrain peut donner plusieurs... plusieurs parrainages, c'est pas possible. Non, si c'est les élections locales, je pense que ça serait possible. Par exemple, si tu veux être député à tel endroit, moi, je peux te donner mon parrainage. Si tu es de mon camp, je te donne mon parrainage pour l'autre côté. Ça, c'est Mori qui va peut-être à Gouagon pour être, donc, peut-être, je ne sais pas moi, élu local là-bas. Maintenant, mon cher ami de Savalou, Aïn Rossou, qui veut aller à Savalou également, c'est toujours moi le député qui vient me voir, il le comprend, je lui donne encore mon parrainage pour l'autre côté. Mais pour la présidentielle, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse partager, donc non, je ne pense pas. C'est parce que c'est pas local, c'est une seule élection. Je pense que ça, à ce niveau, il y a un problème. Donc je disais, pour moi, je me permets d'être carrément péremptoire. L'opposition aujourd'hui au Bénin n'est pas prête. Pour une raison. En ce qui concerne les démocrates, quand on regarde, pour eux, il y a des préalables qu'il faut, donc, avant d'aller à cette élection-là. Ils parlent d'élections inclusives. Ils veulent, par exemple, que les exilés reviennent. Ils veulent, par exemple, que certaines personnes qui sont en prison soient libérées. Et ils veulent aussi que le code électoral soit relu par le législateur. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui, pour eux, sont donc des éléments importants. Et quand vous regardez aussi la scène politique, enfin, aujourd'hui, l'arène politique, vous allez vous rendre compte d'une chose. Même quand les démocrates prennent la parole, notamment quelqu'un que j'aime énormément, c'est Guido Soumitokwe, que j'aime depuis l'université. C'est quelqu'un d'extrêmement combatif, d'extrêmement déterminé. Et c'est l'un des meilleurs de notre génération, il faut le dire clairement.
c'est pas parce qu'il est d'un camp ou d'un autre qu'on ne peut pas le lui reconnaître aussi. C'est quelqu'un d'extrêmement bien. Et puis regardez un peu Guy Dossou Mitokwe. Permettez-moi, je me permets vraiment de faire cette parenthèse, parce que c'est quelqu'un qui est de ma génération, que je connais. Et quand on est de la même génération, je pense que quelque part aussi, quand il y a des bons parmi nous, il faut pouvoir le dire. Guy Dossou Mitokwe, par exemple, tout le monde quitte le pays et va très loin pour s'exprimer. Mais Guy est là, il parle dans le pays. Il est dans le pays, il s'exprime sur les faits d'actualité, sur les sorties des autres. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, Guy parle régulièrement. Il a sa page. Et voilà. Et TikTok, même voilà. où il parle. Et un peu comme Azanaï, c'est là où il faut faire le lien aussi. Il est parti à l'école d'Azanaï. Donc, il sait de quoi tenir tout ceci. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient dire des choses où, après, tout le dispositif juridique ou judiciaire du pays va se mettre derrière lui pour essayer de le traquer, de le prendre. Donc, il sait ce qu'il dit, il sait jusqu'où il doit aller. Même quand il parle, les autres, tout ce qu'il trouve à refaire, c'est devenu, sur la place publique aussi, dire autre chose pour dire non, ce qu'il a dit là, c'était pas juste. Et lui aussi, il leur répond encore. Donc, moi, je pense que c'est ça aussi l'animation de la vie politique. Il y a certains qui font leur boulot et ils le font très bien. Bon, mais lui, par contre, de temps en temps, la justice est derrière. Bon. Donc, il faut savoir quoi dire. Le code voilà, du numérique. Voilà, peut le poursuivre. Donc, il faut respecter les tests, même si on dénonce ces tests-là, les respecter, aller jusqu'aux limites, dire ce qu'on pense. Je pense qu'il y a encore cette marge-là. Et la preuve, c'est que Guy Dossou Mitokwe, que moi j'apprécie particulièrement, parle très bien. Donc, et jusque-là, personne ne lui dit quoi que ce soit. Donc, je disais quoi? Et dans ses propos, Guy ne vient pas nous dire qu'on veut aller aux élections. Il ne nous parle pas d'élections jusque-là. Donc, c'est ce qui, moi, me fait penser qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Quand il veut parler, il parle carrément d'autre chose. Il dénonce d'autres choses. Donc, il ne parle pas d'élections. À part peut-être à la fin de ses propos où il dit nous vaincrons. Nous vaincrons quoi? Bon, pour vaincre aujourd'hui au Bénin, nous sommes en démocratie, il faut passer par les élections. Mais jusque-là, on n'entend pas parler de comment on appelle d'élections. Et même le président Bouniaï, jusque-là, on n'entend rien par rapport aux élections. Donc je me dis, finalement, peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts, peut-être qu'ils peaufinent leurs armes encore. Donc ça veut dire que s'ils ne nous annoncent rien, s'ils ne nous disent rien par rapport aux élections, ça veut dire qu'ils sont toujours en préparatif. Donc pour moi, ils ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts. Vous voulez réagir encore? Oui, je veux dire que quand on se demande si l'opposition béninoise est prête, on est dans un cadre... Dans une globalité. Voilà, dans un cadre... On n'a pas dit, est-ce que les démocrates... Oui, mais j'ai démontré que les FCBE, eux, ne peuvent pas être prêts tant qu'ils ne font pas d'alliance. Pourquoi on voit que ils sont en train de faire... On ne voit rien. Ils vont prendre 7 ou 8 députés. Justement, en parlant de l'alliance, comment nous avons appelé cette alliance, l'alliance, ce qui est prévu par le code électoral, ça va, je vais me rappeler de ça, on a appelé ça... Non, pas le parrainage. Les accords de gouvernance. Accords de gouvernance, parce que ce n'est pas une alliance, c'est un accord de gouvernance. Selon vous, faut-il, quand on parle de l'opposition, est-ce le moment de faire ces accords de gouvernance? La loi aujourd'hui en l'état impose pratiquement comment on appelle à l'opposition de faire des alliances, de faire ces accords de gouvernance. Sinon, comment est-ce qu'ils y vont? Moi, j'ai un souci. Comment est-ce qu'ils y vont? J'ai un souci. Notamment les FCBE, comment est-ce qu'ils y vont, par exemple? Voilà. Vous allez me permettre de développer une idée rapidement. Lorsque on va à une élection, qu'elle soit locale, communale, législative ou présidentielle, on y va avec une ligne donnée. Nous sommes ici en train de parler de l'opposition. Et dans l'opposition, tu as bien fait de nous aider à clarifier en début d'émission. Et on y a tous mis les démocrates, les FCBE, NFN et MPL. On n'a pas oublié quelqu'un? Je ne sais pas, mais au moins, les 4 là, on les connaît. Mais ça, il y a un certain... M. Guédou. Bon, les libérales, ils ne se sont pas encore positionnés. On ne sait pas s'ils sont opposants ou... Ils sont libéraux. Ils sont libéraux. Bon, on va y revenir certainement. Donc, les 4 là. Maintenant, nous avons dit, nous sommes tous unanimes sur le plateau ici pour dire qu'au moins, le parti Les Démocrates est un parti qui jusque-là reste conséquent parce qu'au moins, avec le nombre de députés qu'il a à l'Assemblée nationale, il peut aller aux élections. Il peut aller aux élections. Quand on prend un parti comme FCBE
Et qu'on voit un président, enfin, pas le président, le secrétaire exécutif, qui dit, il a clairement dit sans ambiguïté qu'ils sont en train de négocier. Peut-être ils vont ouvrir les négociations avec les partis de la majorité présidentielle pour voir s'ils peuvent recueillir des parrainages à ce niveau. Je trouve qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que là, ce n'est plus un parti d'opposition. C'est quoi? C'est plus un parti d'opposition. Un parti d'opposition qui va aux élections avec le parrainage des partis de la mouvance, il faut qu'on m'aide à comprendre la ligne politique de cette formation politique. Je ne vous arrête pas, mais, Oui, mais pendant que vous êtes en train de parler, je me suis dit, vous me réveillez, on est où là? C'est-à-dire, je me suis dit, on est où là? Donc, quand même si les démocrates... Non, ça dit que le jeu, si on admet le jeu démocratique, si on admet ça, c'est que le jeu démocratique, quelque part, dans le fond, est biaisé. Et que les partis politiques, dans cette proportion-là, donc, ne visent que leur intérêt, et ne tiennent plus compte de la ligne politique que les populations sont en train de suivre, quitte à ce qu'eux, ils fassent tout pour aller aux élections. C'est pour dire qu'en vrai, s'il devrait y avoir une conséquence politique, le parti Les Démocrates et le parti FCBE devraient faire un accord de gouvernance. Le fait même, c'est ça qui arrange le plus le parti le fait FCBE. même qu'on agite l'idée, ou même le fait même que cette idée nous traverse l'esprit pour dire qu'il y a possibilité pour un parti de l'opposition d'aller négocier le partenariat avec les partis de la mouvance. Moi, je trouve que quelque part, le jeu démocratique est biaisé. Et donc, je reviens sur notre débat. Est-ce que le jeu démocratique est biaisé ou bien c'est le parti FCBE qui fait biaiser le jeu démocratique? Non, c'est le jeu démocratique. Et je voudrais revenir sur notre débat pour dire... Stéphane, il va réagir. Non, je viens. Est-ce que vous pouvez faire une pause pour qu'il réagisse? Je finis rapidement. D'accord. Ça va lui permettre de comprendre mon idée. Et donc, je reviens sur le débat pour dire que quand on se demande si les partis de l'opposition sont prêts pour les élections, c'est-à-dire il faut véritablement dire aujourd'hui que s'il y a un parti qui est véritable, un parti de l'opposition qui est véritablement prêt, sur qui on peut compter là, c'est le parti Les Démocrates et tous les autres partis les autres partis satellites doivent pouvoir s'aligner derrière le parti Les Démocrates, si tant est qu'on veut être dans une logique de conséquences politiques, on veut être dans une logique de démocratie. D'efficacité, vous voulez dire? Et même d'efficacité démocratique. D'accord. Et d'efficacité aussi. Deux points sur lesquels je veux réagir. Oui. Premier point, vous avez parlé des parrainages, comme quoi le jeu démocratique est biaisé. Je vais vous dire, l'histoire de parrainage, ça n'a pas commencé au Bénin. Nous n'avons pas inventé. Il y a d'autres pays qui le faisaient avant. Et je vais partir de l'exemple d'un pays que nous connaissons tous, parce que c'est la tutelle, excusez-moi, c'est la tutelle en réalité, en griffe. Je vais partir de la France. Il y a un parti qui, pendant très longtemps en France, était un parti contesté, mais totalement par la classe politique. C'est le FN. Le Front National en France a été tout le temps contesté par la France, au point où, pour avoir des parrainages, pour eux, c'était compliqué. Mais il y avait des individus, des personnes qui estimaient que, au-delà du fait que j'appartienne à une obédience politique, pour moi, c'est la République qui prime. C'est le jeu démocratique qui prime. Moi, malgré que je ne suis pas de leur obédience, malgré que leurs idées, je les combats, mais j'estime qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Et moi, rien que pour ça, je leur donne mon parrainage. Ça aussi, c'est de la démocratie. Ça aussi, c'est de la liberté d'opinion. Ça aussi, c'est de la liberté de penser dans une république. Donc, si jamais on veut punir ce député, son parti peut le punir. Ça, c'est autre chose. Il n'a pas respecté la, comment on appelle, la discipline de groupe. Ça, on peut le punir pour ça, au sein de son parti. Et à lui maintenant de comprendre que, attention, dans mon, comment on appelle là, dans mon parti, ceux qui sont à la tête ne sont pas pour la liberté d'opinion, ils sont plutôt pour la pensée unique, tout le monde derrière ce que le chef a dit. Et donc, moi, ça ne me convient pas, je quitte ce parti-là, sans être forcément avec les gens du FN dont je ne partage pas les idées. Donc, ça vous dit quoi? Ça veut dire que si jamais ça arrivait, cela ne biaise pas du tout le jeu démocratique. Il n'y a aucun jeu démocratique qui est biaisé.
Voilà. Et Mais qu'est-ce qui est seulement, biaisé? est-ce que... Et qu'est-ce qui est biaisé? C'est Attendez, l'éthique attendez, politique j'ai pas fini. qui est biaisée. Non, il n'y a rien qui est biaisé encore. Je vais vous expliquer. Oui. La seule chose qui pourrait poser problème, c'est d'aller maintenant dans nos tests et de bien lire nos tests pour savoir est-ce que cela est permis? Est-ce que, étant d'une obédience politique, je suis capable d'aller soutenir, c'est-à-dire par mon parrainage, pas ses idées, mais rien que mon parrainage, parce que j'estime qu'en République, tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit de se présenter à l'élection présidentielle, parce que c'est le peuple qui désigne. Et moi, voulant respecter ce droit-là du peuple, je fais ça. Est-ce que le test d'abord nous permet? Est-ce que cette manière-là, est-ce que ce n'est pas de la transhumance? Parce que la transhumance est désormais interdite au Bénin. Est-ce que cela est permis? Donc, il faudrait qu'on aille regarder nos tests, ou bien ceux qui en sont les spécialistes les regardent effectivement et nous en donnent comment on appelle, la réponse. C'est important. Donc, à partir de cet instant, c'est là qu'on pourra raisonner pour dire, ah, c'est pas possible ou c'est possible. Donc, pour moi, ce n'est pas le jeu démocratique qui est biaisé, mais est-ce que c'est possible ou bien ce n'est pas possible? Ça, c'est un premier point. Vous avez parlé de l'opposition. Moi, je ne suis pas forcément partisan du fait que, parce qu'en Afrique, on a cette habitude-là. Il faut que l'opposition s'unisse. Il faut que l'opposition s'unisse. Comme si la seule chose qui compte, c'est d'évincer celui qui est en place. Moi, je dis, en démocratie, dans une république, lorsqu'on veut faire de la politique, on fait de la politique sur la base d'idées, sur la base de rêves, sur la base de visions qu'on a pour un pays. On ne vient pas faire la politique parce que Mori est en responsabilité et je dois coûte que coûte évincer Mori. Et rien que pour cette, parce que je dois évincer Mori, je dois aller m'allier avec Stéphane, qui n'est pas du tout du même courant de pensée que moi. Et auquel ces idées sont complètement contraires à ce que moi je pense, à ce que moi je suis, mais parce que chez nous, il faut évincer Mori, alors donc il faut quand même s'allier. Donc moi je dis que ça, c'est pas une bonne manière de faire de la politique. Ça, c'est pourquoi moi je dis par exemple, ne poussez pas forcément l'autre à aller s'allier à une autre personne. Il s'allie à la personne qui correspond à lui, sa vision du Bénin. Ça veut dire qu'il n'a pas d'idéologie. Si un parti de la mouvance de l'opposition, de la mouvance vient chercher parrainage chez l'opposition, où est l'idéologie, où est la vision? Attendez, ça dépend. Je vais vous expliquer encore. Moi, par exemple, j'ai donné un exemple ici, une fois sur ce plateau. J'ai pris les écologistes, qui sont très proches de ceux qui sont... Et si vous faites ça, on va sortir un article de blocage. Non, excusez-moi. Et qui sont très souvent proches des progressistes. Parce que l'écologie en lui-même, c'est un courant de pensée assez progressiste. Donc, ils sont proches de tous les courants qui sont un peu progressistes. Donc, quand les gens sont conservateurs, généralement, vous allez voir que les écologistes ne vont pas vers ces personnes-là de manière très systématique. Ils vont très naturellement vers ces personnes-là. Mais ma ligne peut être une ligne qui se rapproche plus du pouvoir, selon que ce pouvoir soit conservateur ou progressiste en tant qu'écologiste. Donc, c'est de la même manière pour les FCBE. Sur leur courant de pensée, leur pousse aujourd'hui à être plus proche de ce que pense comment on appelle la mouvance. Ils sont tentés de se rapprocher confirmer le fait que les gens disent que c'est un parti de la mouvance. Bon, je ne sais pas, peut-être pour confirmer le fait que ce n'est pas une opposition, on parle d'opposition modérée, opposition ci, opposition ça. Oui. Donc peut-être qu'eux ne sont pas plus radicaux que comment on appelle, les démocrates, qui ne voient pas du tout les choses du même œil que donc, la mouvance. Donc chacun est libre. Mais maintenant, la question fondamentale, étant donné que en préparant cette émission, nous n'avons pas eu la présence d'esprit peut-être d'aller vérifier. Est-ce que cela est permis? Est-ce que c'est permis qu'un individu, un député, un maire qui est de n'importe quelle obédience puisse parrainer une autre personne? Je parle du parrainage, je ne parle pas de transhumance, juste le parrainage. Si c'est permis, oui. Il n'y a pas de raison. J'ai une question par rapport à ça. J'ai une question qui tarote mon esprit. Mais il soulève une question qu'on ne doit pas négliger. Oui, je viens. Est-ce que nos tests disent ça? Moi, à aucun moment... Je n'ai pas eu la présence d'esprit. Je veux répondre à ça. Un député de la mouvance peut parrainer un parti. Je n'ai pas lu. Théoriquement, moi j'aurais aimé que ce soit possible. Parce que les individus sont libres. La liberté d'opinion. Moi aussi, ma lecture que je fais de votre raisonnement. Je voudrais poser une question. Est-ce que c'est parce que, à nous tous ici, et je vais donner la réponse, est-ce que c'est parce que les tests le disent qu'il faut forcément le faire? J'ai un problème. Non, je viens. Bon, admettons que les tests le disent. Maintenant, je réponds. Si les tests le disent et qu'on le fait, le jeu politique
est biaisé. Pas du tout. Non. Même les cas que vous avez évoqués, moi je dis que il y a forcément une logique de proximité idéologique. S'il n'y a pas idéologique. Est-ce qu'on peut contester ça à quelqu'un? On ne peut pas contester, mais je dis, il n'y a pas ici cette logique de proximité idéologique, à moins qu'on nous dise... Est-ce qu'il y a d'abord présence idéologique avant qu'il n'y ait proximité idéologique? Donc, il faudrait qu'on nous dise, que le parti FCBE n'est pas de l'opposition. Oui, ou bien le parti FCBE est d'une opposition proche de la mouvance. Et là, je comprendrais. Et qu'on nous montre, et qu'on nous parle de son idéologie. Voilà, et là, qu'on comprenne son idéologie. Non. Je suis d'accord avec vous deux sur un point. Oui. Sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a même pas d'idéologie chez nous. D'accord. Les gens vont au gré du vent. Ils vont au gré de leurs intérêts individuels. Je ne veux pas dire Il me semble. C'est là le débat. Attendez, mais donc, on comprend alors. Et là, on revient à mon hypothèse. Il me semble que l'UP le renouveau fait l'effort d'aller vers une idéologie. C'est une parenthèse, on va y aller. Donc, là vous revenez... En fait, Oumar revient. Oumar revient à mon hypothèse de départ. Vous ne me comprenez pas. Non, je viens. Reviens à mon hypothèse de départ. Semble revenir à mon hypothèse de départ qui dit que les acteurs politiques, compte tenu des contextes électoraux, font leur choix au détriment de la ligne qu'ils semblent avoir présentée aux populations. Parce que si aujourd'hui... Quelle démonstration? Non, parce que il n'a rien démontré. Non. Laissez-le finir. Parce que si aujourd'hui... Cette belle démonstration. Si aujourd'hui, le parti, les démocrates, le FCBE, vient dire que dans le cadre des élections, il va essayer d'ouvrir des négociations avec la majorité, les députés de la majorité présidentielle, pour recueillir peut-être le parrainage pour aller aux élections. Vous voyez que ce n'est plus une opposition, mais une opposition proche. C'est une opposition proche de la mouvance. Si on s'entend pour le dire, moi, mon débat est clos. Mais on ne peut pas dire... Moi aussi, il y a une question à laquelle je veux répondre. Oui. Moi, je suis dérangé. Je ne sais pas. Je suis dérangé d'entendre une opposition proche de la mouvance. Donc pourquoi quand on est parti de l'opposition, entre partis d'opposition constructive. Je préfère que vous me parlez de l'opposition constructive. Maurice, je vais vous dire une chose. Que ça ne vous dérange pas. Je veux conclure. On a toujours fait l'opposition radicale. Sur ce point. Je veux conclure sur ce point. Je veux conclure sur ce point, c'est important. Moi, ça dit, je pense qu'aujourd'hui, les partis de l'opposition, tous les partis de l'opposition, tous les partis confondus, doivent pouvoir, contrairement à ce qu'on m'a dit, les partis de l'opposition doivent pouvoir s'entendre. Dans le cadre des élections qui viennent, logique. Si les partis de l'opposition ne s'entendent pas, l'ennemi est de taille. Bon. L'adversaire qu'ils ont est un adversaire de taille. Et si déjà... Vous allez parler, attendez. Et si déjà l'opposition n'est pas suffisamment unie, suffisamment forte pour définir une ligne d'action unique, c'est qu'il y a problème. Donc, ce qu'on peut classer dans le rang de l'opposition, qu'on les classe. Ce qu'on peut sortir du camp de l'opposition, qu'on les sorte. Et là, on sait le débat qu'on mène. Mais moi, j'ai un problème avec l'équipe politique quand on me dit qu'il y a une opposition qui, pour des supposées raisons idéologiques qui n'avaient pas été en amont, dans le cadre d'une élection, décide d'aller faire une négociation. Moi, ça me pose un problème. D'accord. On peut lui laisser la parole. Ça me pose un problème. D'abord, je vais rappeler une chose. En politique, on n'est pas à l'église. Hein. Je suis d'accord. Ce n'est pas des croyances. Hein. Ce n'est pas le pasteur a dit et tout le monde suit. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. C'est pas parce que... Mais non, attendez. C'est un minimum de logique. Oui. C'est un minimum de... De quoi? D'éthique.
Ou il n'y a pas d'éthique en politique. Éthique en politique, oui, il faut un minimum d'éthique en politique. Même si je rime. Sinon, oui, je suis d'accord avec vous. Il faut un minimum d'éthique en politique pour ne pas tomber finalement dans des choses vraiment qui ne sont pas très bien. Dans toute chose, il faut un minimum d'éthique, un minimum de morale, on va dire. Ça, de morale, merci. Voilà, je suis complètement d'accord avec vous sur ce plan-là. Vous dites que, bon, je me perds un peu, mais je vais aller par ce premier point. Vous dites que c'est une obligation pour tous ceux qui se disent opposants aujourd'hui de se réunir. Je vais vous poser une question, vous me répondez juste par la bonne phrase. Non, la négative. Non, voilà, par la bonne phrase et je reprends la parole. Ils doivent s'unir pour faire quoi? Ils doivent s'unir parce qu'ils doivent s'entendre sur quoi? Pour vous, c'est sur quoi ils doivent s'entendre? Ils doivent s'entendre sur le fait d'évincer le président en place. Non, ils doivent s'entendre pour trouver le duo candidat. Pour faire face au duo candidat que la majorité présidentielle va présenter. Voilà. Sur le deuxième point, vous me réunissez. Vous Vous me rejoignez. êtes amendé. Donc, c'est moi qui pose les questions. Attendez, oui, j'ai fini. Donc, sur le deuxième point, vous me rejoignez. Donc, il doit, pour vous, vous pensez qu'une opposition, c'est qu'on doit s'unir coûte que coûte pour aller contre le candidat du camp au pouvoir. Pour vous, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif qu'on doit avoir en démocratie. Et moi, je vous dis, si on fait de la démocratie ainsi, c'est qu'il y a une erreur. C'est-à-dire que c'est des petites nuances que nous devons comprendre pour évoluer, pour monter sur un point d'autre palier dans notre manière de voir les choses. Parce que vous voulez que moi, par exemple, je vienne avec vous parce que vous êtes contre l'autre candidat. Mais moi, quand je regarde l'autre candidat, c'est pas contre. Malgré, attendez, non, je veux que vous veniez vers moi pour qu'ensemble nous puissions conquérir le pouvoir. Oui, mais je ne partage pas ta vision. Je ne suis pas d'accord avec ta manière de voir le Bénin en 2026, après 2026. Donc je ne partage pas ton rêve. On n'était pas ensemble au départ. Oui, mais qui vous a dit qu'ils sont ensemble? À quel moment ils vous ont dit qu'ils sont ensemble? Non, mais moi FCB et les démocrates, à quel moment ils ont dit oui, nous on est ensemble maintenant, on partage la même vision? Ils n'ont jamais dit la preuve, le cadre de concertation. Donc c'est ce que moi je dis. C'est ce que moi je dis. Mais une chose est vraie. Si, je dis bien et je répète, si l'objectif est celui dont je parle là, si l'objectif c'est aller contre le duo du candidat du pouvoir, si c'est ça l'objectif, vous me suivez? Si c'est ça l'objectif, alors il n'y a pas de problème. Donc, ils n'ont qu'à aller se mettre ensemble. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, en tant qu'éclaireurs, en tant que personnes qui aidons les populations à se faire une idée de tout ce qui se passe dans le pays, c'est nous qui demandons finalement. Parce que si on défend cela, ça veut dire qu'on veut dire quoi? Pour nous, l'opposition doit être ça. Oui, l'opposition. Pour vous, l'opposition doit être ceux qui se mettent seulement ensemble. Attends, on ne peut pas avoir dans un pays une opposition diversifiée. On ne peut pas avoir dans un pays comme dans les autres pays des gens qui sont des centristes, des gens qui sont des écologistes, des gens qui sont des progressistes, des gens qui sont des socialistes. Et tous ceux-là font l'opposition à leur manière, selon ce qu'ils pensent, selon leur vision du pays, selon comment ils voient les choses. Moi, c'est ça que moi je dis. Maintenant, si pour vous... C'est ce que vous souhaitez pour le Bénin. Non, ce n'est pas que je le souhaite forcément. C'est-à-dire que c'est des petites nuances qu'il faut amener dans le débat aussi pour comprendre les positions des uns et des autres. C'est tout ce que moi je dis. Je dis si votre manière de faire votre opposition, ou bien les idées que vous défendez, ou bien même votre vision du Bénin, parce que ici, quand on parle d'idées, ils n'ont pas d'idées. Il faut le dire clairement. La classe politique chez nous, il n'y a pas d'idée. Peut-être que c'est maintenant que ça va venir. J'entends parler de libéral. Et depuis un moment, je ne mets pas libéral au pluriel, parce que libéral chez eux, c'est un sigle. Parce que si je dis les libéraux, le sigle change. Voilà, c'est pourquoi je dis à chaque fois les libérales pour ceux qui nous écoutent. Donc, les libérales, là, on ne sait pas exactement leur... On comprend, ils sont venus avec une idée. Mais les autres, c'est quoi leur idée? C'est quoi? On ne sait pas. Les FCB, c'est quoi leur idée? Autant de Yahid jusqu'à maintenant, c'est quoi l'idée qui sous-tend ça? C'est quoi le rêve qu'on a pour le Bénin sur le soubassement de ce parti? C'est quoi? Les démocrates, c'est... Donc, si c'est seulement opposition, juste être l'idée générale de l'opposition pour vous, ça doit être... aller contre donc, les candidats du pouvoir, aller contre le pouvoir, là, ok, je suis d'accord avec vous, ils n'ont qu'à aller s'unir et se mettre ensemble. Mais s'ils mettent des bémols dans ce que vous dites là et qu'ils disent non, les autres, oui, ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir. Oui, moi aussi, je ne suis pas d'accord avec le pouvoir, mais ce n'est pas de la même manière qu'on n'est pas d'accord. Là, vous les laissez tranquilles et ils décident de leur avenir comme bon les semble. Très bien. Voilà, c'est ce que moi je dis. Sinon, si vous voulez que ce soit ça le seul combat qu'on doit avoir au Bénin, et qu'on peut avoir des combats sur comment est-ce qu'on relève le Bénin, chacun à sa manière. Et, c'est-à-dire, moi, c'est-à-dire, ce que je veux défendre, c'est quoi? C'est la liberté, c'est-à-dire la liberté d'opinion, la liberté de conscience de chaque individu. Et ça, moi, je tiens à ça.
Je tiens énormément à la liberté de conscience. Dès l'instant où il y a cette liberté de conscience, rassurez-vous qu'un député de la mouvance est capable de dire je donne mon parrainage à un candidat des LD, oui, de les démocrates, parce que tout simplement, j'estime qu'il a le droit de se prononcer aussi. Ça, c'est ma conscience qui me l'exige. OK? Et moi, je dis, si en démocratie, on permet la liberté de conscience, on doit permettre qu'un individu puisse se lever, comme dans les pays les plus industrialisés. Il est de tel courant, mais il estime que la personne a le droit aussi d'aller à l'élection parce qu'il a des partisans qui veulent voter pour lui. OK, je lui donne mon parrainage. De la même manière aussi, vous devez pouvoir laisser les opposants être tranquilles et décider de leur sort comme ils le pensent. Former les alliances comme les accords de gouvernance comme ils l'entendent aussi. Voilà, ils estiment que, par exemple, comment on appelle, le député de tel n'est pas du tout dans la même logique que nous, le député qu'on veut faire, par exemple, dans tel arrondissement de Cotonou, n'est pas du tout dans la même logique que nous, et qu'il est quand même le député, enfin, le candidat que le LD présente. Nous, à Cotonou, on ne veut pas aller avec lui, mais par contre, à Bembereke, on estime que c'est pas mal. Celui-là, malgré qu'il soit un LD, il correspond plus ou moins à ce que nous pensons, parce que dans ces nuances, en tant que même membre de LD, on est plutôt d'accord avec lui, on peut s'allier avec lui là-bas. Donc, les coalitions sont possibles de différentes manières. Je pense on peut faire l'opposition de diverses manières. Pour ne pas embrouiller ceux qui nous suivent, je préfère que c'était très beau votre démonstration, mais lui également, il a fait sa démonstration, il s'est expliqué, et il vient donc éclairer quelque peu sa position. Et vous aussi, mais si vous en rajoutez de trop, ça va peut-être mélanger les choses. Mais moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que ça ne voudrait pas dire s'il y a alors un parti de l'opposition qui voudrait donc aller s'associer à la mouvance, que cela voudrait dire que ce parti n'a jamais été un parti de l'opposition. Que ce parti a été un parti de fait pour faire croire qu'il est le parti de l'opposition. Ça peut refléter cela. Ça peut refléter cela parfaitement et je suis complètement d'accord avec vous. Mais malgré tout, vous me ramenez à ce qu'on disait. Parce qu'il faut faire cette précision-là. Moi, je parlais des individus, de la manière de voir de chaque personne. Malgré qu'on soit membre d'un courant de pensée, malgré qu'on soit membre d'une formation politique, d'une obédience politique qui a une certaine vision du Bénin, parce que chez nous, on n'a pas de pensée, on n'a pas d'idée, donc qui a une certaine vision du Bénin. Malgré cela, j'ai mes petites nuances à moi, mon niveau, qui me différencient plus ou moins de la majorité de mes partisans. Donc, il n'y a pas de raison que de temps en temps, je puisse... Donc, c'est de la même manière qu'on va dire que, voilà, aujourd'hui, tel parti est désormais beaucoup plus proche du pouvoir. Cela ne veut pas dire qu'au moment où ils étaient dans l'opposition, ils étaient des fantoches. Cela ne veut pas dire non plus qu'ils n'étaient pas des fantoches, c'est-à-dire des opposants de façade. Cela ne veut pas dire ça non plus. Mais tout de suite, oui, c'est ce que je dis. Tout de suite, le reflet que ça envoie aux populations, c'est qu'on va se dire, ces gens-là, donc ce qu'ils faisaient depuis là, voilà. Donc ces gens de trucs-là, c'est pas compatible avec l'arène politique. Les gens vont l'interpréter ainsi. Ça, soyez bref pour que je pose ma dernière question. Je vais poser ma dernière question et vous allez embrayer là-dessus en même temps. Ma dernière question pour finir cette émission, puisque nous ne reste que 5 minutes, c'est pour vous demander, aborder en même temps ce qu'il faut maintenant, ce qu'il faut faire, ce que l'opposition doit faire rapidement, pour qu'on puisse savoir que véritablement elle se prépare et qu'elle est prête. Très bien. Moi, je veux dire, je n'ai jamais été contre l'idée d'une opposition plurielle. C'est pas ça mon développement. Non, mais la plupart des journalistes au Bénin, c'est ça, en fait. On se dit toujours que l'opposition doit être unie. Surtout en Afrique, il faut que l'opposition s'unisse. L'enjeu contre une opposition de fait ou fabriquée. Je suis contre, farouchement, foncièrement, contre une opposition de façade, une opposition de fait, qui tente de faire croire qu'il serait d'une opposition, je ne sais pas. Et dans le fond, l'intérêt, c'est comment faire je suis d'accord avec vous. Pour revenir. Je suis contre aussi. Je suis contre l'hypocrisie. C'est une opposition pour la mouvance. Maintenant, je dis, l'enjeu ici, c'est d'aller aux élections. Et quand on va aux élections, c'est pour une compétition. Et un compétiteur qui va à une compétition, c'est pour descendre son adversaire. Et tel fonctionne le jeu politique. Et quand vous êtes face à cet enjeu, vous travaillez à mettre toutes les armes de votre côté, sauf si vous ne voulez pas être un compétiteur sérieux. Et c'est par rapport à ça que je dis que pour être un compétiteur sérieux, par rapport à ce que représente aujourd'hui le parti UPR, à ce que représente aujourd'hui le bloc républicain,
pour aller à cette élection, il serait très avantageux pour les partis sérieux qui se réclament de l'opposition de se mettre ensemble. Parce que l'enjeu aussi, c'est la question de la souscription aux 20% par circonscription électorale. Et lorsqu'un parti qui est censé être de l'opposition, d'accord, même si il y a une pluralité d'opposition, face à cet enjeu, décide de sortir du lot, c'est une démarche, n'est-ce pas, donc, de fragilisation de l'opposition. Et c'est pour cela que je dis que face à cet enjeu, tous les partis politiques doivent pouvoir se mettre ensemble, tous les partis politiques de l'opposition doivent pouvoir se mettre ensemble pour affronter ces joutes électorales. Cela leur serait avantageux. Moi, je ne suis pas membre Premier point, ils doivent se mettre ensemble. Ils doivent se mettre ensemble. C'est l'enjeu. Deuxième point, c'est qu'ils doivent créer aujourd'hui un consensus dans leur cercle pour nous dégager, n'est-ce pas, donc, un duo de candidats. Ils n'ont pas intérêt à aller en rang dispersé parce que ce soit du point de vue de la loi, que ce soit du point de vue de la couverture, les partis de la majorité présidentielle n'ont pas de soucis. Ils ont de l'avance. Ils ont de l'avance sur eux. Maintenant, déjà sur le plan de la loi, vous avez des difficultés. Encore 30 secondes. Oui, vous avez des difficultés. Quel intérêt, n'est-ce pas, donc, avez-vous, s'il n'y a pas des idées sous-jacentes, quel intérêt avez-vous, n'est-ce pas, donc, pour dire non, nous allons nous soustraire, n'est-ce pas, donc, et aller négocier, alors que vous pouvez le faire. Moi, je parle d'efficacité politique face à un enjeu électoral. Lorsque l'enjeu va finir, chacun pourra retrouver la pluralité dans laquelle il se trouvait. Moi, je n'ai rien. L'opposition béninoise est-elle prête? L'opposition béninoise, dans son ensemble, aujourd'hui, n'est pas encore prête parce qu'elle doit se revoir, affiner leurs âmes et affronter. Maintenant, si... Et dans sa division, elle est prête? Dans sa division, elle n'est pas prête. Ce n'est que dans son unité qu'elle peut être prête. Maintenant, le Parti des démocrates n'a rien à perdre. Ok. Le Parti des démocrates... On retient cela, on n'a plus beaucoup de temps. Le Parti des démocrates n'a rien à perdre. Et c'est l'opposition dans son ensemble qui a perdre. Qui a tout à perdre. Qui a tout à perdre. Très bien. Voilà. Oui, monsieur. Moi, je dis, avant de répondre à la question finale... on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, je vais le dire très rapidement. La première chose que je dis, c'est que si l'opposition estime que le seul combat, le seul et unique combat qui compte pour eux, c'est d'aller contre le duo du... Ils n'ont qu'à s'unir. Ça, il n'y a pas de problème. Le duo du pouvoir, ils n'ont qu'à s'unir parce que ça, c'est leur manière de penser. Moi, je suis un électron libre en matière d'opinion. Personne ne m'impose quoi que ce soit. Même si vous pensez que la masse pense que ouais, tout le monde doit faire comme ça et que moi, dans ma tête, ça résonne que, ah, attention, Ouma, par rapport à ce que tu es, par rapport à ta liberté, exprime ce que tu dois dire, enfin, ce que tu penses, moi, je l'exprime toujours. Et moi, je suis partisan de cet aspect-là. Donc, s'il y a quelqu'un qui pense que lui n'est pas... moi, je le comprendrai aussi. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, si pour vous, il faut, coûte que coûte, battre le candidat du pouvoir, parce que nous-mêmes, on n'a pas la pouvoir. Mais... Non, si c'est ça. Créer toutes les conditions pour participer convenablement aux joutes électorales. Oui, et chacun de son côté. Oui, ça aussi, c'est possible. Voilà, ça aussi, c'est possible. Maintenant, pour finir sur la question... Vous aussi, vous êtes chacun de votre côté déjà sur ce plateau. Pour finir, ce que moi je veux dire, et vous avez dit, est-ce que l'opposition... C'était quoi la dernière question là? Est-ce que l'opposition béninoise est donc prête? Oui, moi j'ai l'impression, je le dis et je répète, ils ne sont pas encore prêts. Alors que normalement, nous sommes à quelques mois, pratiquement un an peut-être, au plus, de l'élection. Donc, à partir de cet instant-là, moi, je préconiserais qu'on affûte véritablement les âmes. Qu'on affûte véritablement les âmes. Au lieu de se concerter et d'aborder les choses sérieuses, comme vous le dites, ils sont en train de se promener sur le terrain et de faire des déclarations par rapport au fait qu'on les empêche de rencontrer le peuple. Ils n'ont pas compris. Moi je dis, et quand j'emploie ce mot quelquefois, on me trouve un peu trop dur. Je dis que l'heure n'est plus au pleurnichement, l'heure n'est plus au fait de décrier à tout. Non, la personne dit... Au jérémiade. Non, la personne dit, le code là, on ne va pas y toucher. Bon, allons-y. Bon, allons-y. C'est tout. Faisons les alliances.
faisons les coalitions, faisons les accords de gouvernance comme vous avez dit. Réfléchissons autrement, trouvons les stratégies. Ensemble. Voilà. Même si vous n'êtes pas d'accord. Non, je n'ai pas, non, là vous ne me comprenez pas. Unissons-nous comme nous, Stéphane. Si notre objectif unique au Bénin doit être, coûte que coûte, enlever ceux qui sont là. Ou encore, laissons les gens de l'opposition qui veulent aller vers la alors que les pays qui s'industrialisent, alors que les pays qui se développent sont pour une pluralité d'opinions. Nous, on estime que non, l'opposition chez nous, là, la seule opinion qui compte dans l'opposition chez nous, c'est évincer le candidat du pouvoir. Moi, je dis non. À partir de maintenant, là, il faut qu'on fasse la politique de la bonne manière. Merci à vous. L'alternance, oui. L'alternance, oui. Mais la pensée unique, moi, je dis non. Merci. Il n'y a pas de pensée unique. Si, il y a une pensée unique. Non, il n'y a pas de pensée unique. Si vous imposez, par vos opinions, par vos directives, par vos conseils, vous imposez à l'opposition la pensée unique. Écoutez les amis, je vous en prie, hein, il faut qu'il y ait de l'alternance. C'est une question de stratégie. Il faut qu'on chasse le candidat du pouvoir. Non, pas du tout. C'est une question de stratégie. C'est la liberté. Écoutez, ils peuvent se mettre ensemble et ne pas réussir à battre le candidat en face. Mais ce serait même bien de se mettre ensemble. Merci à vous, chers invités, vous qui étiez chacun de son côté sur ce plateau. Merci pour la qualité du débat. Merci infiniment. Et merci à vous aussi qui nous avez suivis. J'espère que vous avez eu du plaisir à suivre mes analystes politiques qui ont quand même croisé verbes et arguments, mais aussi raisonnements. Oui, à un an des joutes électorales de 2026, peut-on dire que l'opposition béninoise est prête? La réponse, vous la connaissez, c'est non. Et vous-même, vous avez suivi les développements sur ce plateau. C'était avec Stéphane Ahim Khossou. Il est analyste politique, il est journaliste, il est écrivain, il est professeur, il est philosophe. À ma gauche, vous êtes, Ouma Adéandjou, journaliste, analyste politique. Vous êtes aussi quelque chose. Non, vous êtes aussi votre domaine de prédilection. Vous êtes biologiste, non? Oui, non, mais ça, c'est à la base. Mais aujourd'hui, je ne fais plus. Oui, mais lui, j'ai parlé de sa base, philosophie. Mais vous êtes biologiste. Je suis un biochimiste. Voilà, moi, à la base, je suis géographe. Voilà, je suis communicateur. Il voyait sauter les électrons. Il voit sauter les idées. C'est ça. Et je suis un électron libre. Merci. Je suis un électron libre. Pour cette belle conclusion, mesdames, messieurs. C'est bien sur cette note d'humour que nous clôturons cette émission qui vous amène vers Pâques. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre fidélité. Et merci à Marcel Yedo pour son calme, sa sérénité. Oui, si c'est le français, vous en avez entendu aujourd'hui. Merci à Monsieur Félix. Monsieur Félix qui est resté de l'autre côté. Il est de Ziguinchor. Merci également à Alain Alou. Bonne suite de nos programmes. À tantôt, à bientôt.